l'orateur suivant est déjà entré dans la salle. Oui, voilà. Il est avant tout un créateur d'entreprise, puisqu'il est à la tête d'une société nouvellement née spécialisée dans le domaine des télécoms et de la société Ecosphère, spécialisée dans la structure des réseaux. Cet ingénieur en data et communication va aborder dans l'exposé suivant les aspects liés au choix du filaire ou sans fil, parlant réseau bien sûr, dans la création d'un réseau. Monsieur Pascal Lurquin, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Pascal Lurquin. Je tiens tout d'abord à remercier, étant un ancien étudiant de l'Université du Travail, tous les professeurs qui m'ont formé, qui sont dans la salle, et leur dire en fait que la base c'est ce qu'il y a de plus important, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir effectivement créé une société, et je les en remercie. Donc je vais en 30 minutes vous parler des réseaux filaires et réseaux sans fil. C'est extrêmement vaste. Et naturellement, je vais essayer de ne pas être, comme mon habitude, trop technique. Je vais essayer de ne pas vous assommer de normes. On va déjà dompter Microsoft. Donc ça, c'est un slide que j'apprécie particulièrement dans le sens que quand vous avez des stations, des hosts au sens le plus large possible, eh bien, vous obtenez des erreurs et on a toujours tendance à imaginer que ces erreurs-là viennent du monde applicatif, c'est-à-dire au niveau du monde des couches supérieures. Et je vais tenter de vous démontrer donc, que ce n'est pas toujours le cas. Naturellement, la complexité des réseaux aujourd'hui fait en sorte que ce qu'on appelle le troubleshooting, donc tenter de comprendre d'où viennent les problèmes, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors il y a également de très nombreux protocoles qui circulent au sein des câbles, qu'ils soient filaires ou sans fil, que l'on peut nommer l'Ether. Sans doute certains se rappelleront Michelson et Morley. Et donc ce nombre impressionnant de protocoles, dont ici ce n'est qu'une toute petite partie, tente de se frayer un chemin, le chemin donc, de la bande passante, du délai, etc. Voici un slide également très intéressant. À l'aide d'un appareil spécial qu'on appelle donc un sniffer, vous pouvez analyser chacun des protocoles et les reproduire au niveau de la bande passante. Donc vous avez la bande passante qui est ici sur l'axe des Y, ce qu'on appelle donc le throughput, qui monte à environ 40 mégabits par seconde. Et vous avez ici différents types de flux, donc HTTP quand vous surfez sur le web, FTP pour le transfert de fichiers et le trafic email. Et donc, c'est en fonction du temps, sur l'axe des X. Et on remarque que les protocoles se livrent une véritable guerre. Et donc, dans ce capharnaüm, il faut tenter de mettre un peu d'ordre. Quand vous contrôlez le réseau, vous pouvez arriver à récupérer de la bande passante, donc qui est sous format graphique ici. Alors, la société Ecosphère, en fait, repose sur le fait que le réseau constitue la fondation du business. Alors, de manière extrêmement simple et rapide, donc, notre société a été, non pas nativement, parce que je viens d'une autre société qui s'appelle Muxum, mais qui n'existe plus. Nous avons été les premiers au niveau du Voice over IP à TMAB à l'époque, il y a environ 14 ans. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui concerne donc, les télécoms et les datacoms, ce qui nous permet d'avoir une expertise relativement large. J'ai un stand, donc ceux qui souhaitent par la suite me poser des questions bien précises, je les invite à m'y rejoindre. Voici un des réseaux que nous avons conçu, donc c'est un réseau One au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports, qui naturellement, là, on va se poser quelques questions. Est-ce que c'est filaire, est-ce que c'est non filaire, et avantages et inconvénients. Un tout petit rappel sur les réseaux, applications et protocoles. Donc, on a ce que l'on appelle le modèle OSI constitué de 7 couches. Et au niveau de la couche la plus basse, donc au niveau physique, c'est là que va se positionner la notion de filaire ou non filaire. C'est une sorte de jeu de Lego dans lequel on peut les remplacer.
Les couches supérieures, donc qui ne nous intéressent pas trop pour le moment, principalement les couches inférieures, ce qu'on appelle les couches du télématicien. Alors, un petit rappel aussi, le fait qu'il y a ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc, quand une application va créer des informations, on va les placer en fait dans différents types qu'on peut appeler des containers au sens le plus large, donc qui portent des noms vis-à-vis du type de couche dans lequel on est. Donc on va avoir des segments qui vont se transformer en paquets, etc. Ce qui est important, c'est de se rendre compte en fait que tous ces paquets sont encapsulés dans d'autres paquets avec l'ajout d'un header, donc d'un en-tête, qui permet l'aiguillage un petit peu comme une enveloppe sur laquelle vous devez écrire des informations de quelle destination, et également des informations qu'on appelle le trailer, donc qui permettent d'avoir la certitude que le paquet va arriver en bon état, qu'il n'a pas été modifié. Au niveau de l'arrivée du paquet dans la station finale, il y a la décapsulation. Donc naturellement, dans le monde purement technique, on parle de multiplexing, démultiplexing, mais c'est le même phénomène. L'adressage IP, naturellement, qui est très important, donc qui va revenir lors de notre exposé. Ici, on voit une adresse. Les deux ou plusieurs systèmes se parlent au travers du monde TCP/IP. Une toute petite remarque, donc j'ai mis en dessous Best Choice, par rapport à VHS et Betamax. Ceux qui ont fait l'électronique savent très bien ce que je veux dire, vous avez de la qualité de l'un et de l'autre. On peut quand même se poser la question, pourquoi avoir choisi TCP/IP, puisque TCP/IP à la base c'est une famille d'une centaine de protocoles qui sont natives WAN, donc au niveau Wide Area Network, et malgré ça c'est la seule famille de protocoles qui actuellement est entrée dans le monde des LAN. Les applications qui utilisent certains types de transport, donc qui sont indiqués en dessous, donc TCP et UDP. TCP étant un des plus difficiles au niveau des protocoles dans la famille TCP/IP. Alors au niveau du filaire, le filaire, le voici au niveau donc, de quelques KVQ, quelques clients. Donc, au départ, on a des architectures, on peut remarquer ici du filaire au niveau de la fibre optique. Je ne vais pas vous énumérer tous les types de fibres optiques ni les types de connecteurs. On a également des câbles ici, donc des câbles qu'on appelle à paire torsadée pour des raisons de diaphonie, pour des raisons en fait de qualité de transport de signaux. C'est un cours de transmission qui nous permettrait d'expliquer ça dans les moindres détails. Différents types de câbles également, des câbles qui sont blindés, non blindés, avec des différents types de blindage qu'on appelle donc UTP, FTP, STP, SFTP, etc. On voit ici déjà une petite particularité, c'est que les câbles qui à la base sembleraient parfaits, on voit ici un petit problème. En fait, on voit qu'on a dans ces câbles, vous avez Wi-Fi, et ces Wi-Fi en fait sont dénudés. On pourrait se dire, enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Alors on continue, on se rend compte en fait que dans les salles réseau, ici c'est un grand campus universitaire hospitalier à Bruxelles, donc on voit, ça c'était avant la phase de migration, on voit que les câbles naturellement apportent également un élément relativement chaotique, bien que l'ordre peut arriver du chaos, dans ce cadre-là c'est pas inné. Voilà également une autre application, on voit qu'au niveau filaire, on a quand même la possibilité d'identifier ce qu'on peut appeler les VLAN, disons les différents types d'informations au travers de couleurs. C'est mieux, mais ce n'est pas toujours très facile à maintenir. On a également le poids des câbles. Donc on voit le poids des câbles en fait. Ici on peut imaginer la force de traction en fait sur les connecteurs qu'on appelle RJ45. Voilà, quand on rentre un petit peu plus dans les détails. Ça, c'est une salle informatique située près de la Grande Place de Bruxelles. Donc, je ne citerai naturellement pas le nom. Mais je vais agrandir. Si vous remarquez ce qu'il y a à ce niveau-là. Donc d'abord, un administrateur réseau va avoir tendance, au départ, à vouloir acheter du matériel tout à fait correct. Par la suite, naturellement, le budget en IT et en sécurité sont toujours extrêmement faibles, comme dans l'éducation naturellement. Et on va se retrouver avec je n'ai rien naturellement contre cette marque-là, mais on achète des commutateurs relativement haut de gamme qui vont être mélangés avec d'autres et on obtient un cauchemar au niveau de ce qu'on appelle du design. Ce que vous voyez ici, on le voit à peine, donc il y a un commutateur qui est placé en travers.
Donc on continue un dessin est préférable qu'un long discours. Vous voyez ici, on dénude en fait le câble, mais d'une manière extrêmement importante, donc à peu près 10-15 cm. Jusque-là, on pourrait se dire ce n'est pas trop problématique. Donc voilà la même photo reprise un peu de face. Donc voilà quelque chose, il faut l'avouer, totalement aberrant, mais de très courant. Voilà également à nouveau la suite. Ce sont des photos qui ont été prises chez certains clients et je dois avouer que c'est relativement courant. Donc vous pouvez imaginer ici ce qu'il peut se passer. On voit encore ici des dépérages relativement mal faits. Alors le problème en fait c'est qu'un câble, on a plutôt tendance à imaginer que c'est la même chose qu'un câble réseau, un câble 220 volts, on n'a qu'à placer des prises en parallèle et il n'y a aucun problème. Ici en fait sur ce câble circulent des courants et ces courants en fait vont balayer un spectre fréquentiel qui monte dans le minimum des cas jusqu'à 100 MHz. 100 MHz, certains diront que ça dépend du type d'application, naturellement si on a de l'Ethernet, de l'ATM, tokenerie, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et le minimum, c'est ce qu'on appelle catégorie 5 classe D, donc vous avez une bande fréquentielle, ce qu'on appelle la capacité du câble, donc de 100 MHz. 100 MHz, c'est ce que vous avez dans votre voiture pour capter les ondes radio. Donc vous avez réellement l'effet d'antenne, émetteur-récepteur qui va jouer. Certains professeurs me rappelleront naturellement ici toute la notion de câble équivalent avec le modèle résistance, self et capacité qui vont agir en tant que filtre. Et on induit donc de cette façon-là ce qu'on appelle par exemple des surfaces de boucle, puisque vous avez donc le câble qui peut parcourir pratiquement la totalité d'une boucle. Or, une boucle, vous allez créer l'effet d'antenne. Donc, vous vous retrouvez dans un câblage structuré avec un ensemble d'antennes qui émettent, qui rayonnent les uns sur les autres, puisque certains aussi se rappelleront la loi d'Henry que tout conducteur parcouru par un courant est siège en fait d'un champ magnétique qui, en variant, va induire des courants dans les câbles qui sont situés sur le côté, ce qu'on appelle aussi la diaphonie. Et tout ça, naturellement, est extrêmement perturbateur. Donc, voici la fréquence de 100 MHz. Il faut se rappeler que ce sont des fréquences qui permettent d'envoyer des informations à de grandes distances. C'est le principe également du maillon faible, ça n'a rien à voir avec l'émission. Si vous avez un câble dans votre système, vous pouvez avoir le commutateur Ethernet le plus puissant du monde. Si le câble n'est pas correct, vous allez avoir des problèmes très importants. J'aurai l'occasion de vous montrer quelques graphiques par la suite. Alors, le câblage, on sous-estime toujours énormément le câblage. Et on peut se poser la question, est-ce qu'au niveau du câblage, cela peut induire des problèmes au niveau des applications informatiques? Et par quoi vont se traduire ces problèmes? Je ne vais pas tous les prendre ici, mais je vais prendre le cas le plus courant. Donc oui, cela peut induire des problématiques. Dans combien de cas? Naturellement, les moyennes vont changer. Et ici, sur des sources disponibles en France, j'ai trouvé une moyenne de 70%. Et je peux indiquer en fait que cette moyenne par rapport aux clients que nous avons, c'est relativement courant. Alors dans le meilleur des cas, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme problème? C'est que vous n'avez pas de communication. La communication est interrompue, ou le link ne s'effectue pas. La problématique, c'est que si ceux qui connaissent ce qu'on appelle le Blue Cable de Cisco, c'est un câble tout plat, donc qui n'est pas torsadé. Si on analyse la bande passante de ce câble, vous allez obtenir une bande fréquentielle de 2 MHz. 2 MHz par rapport à 100 MHz, c'est un peu le jour et la nuit. Et bien malgré tout, avec ce câble-là, si vous le placez entre une station et un commutateur, aussi puissant soit-il, eh bien vous allez, quand je parle de puissance, naturellement c'est en termes de débit, et bien dans ce cas-là, vous allez obtenir quand même le link, donc vous allez obtenir la petite lettre verte. Et si vous avez de la chance, en cliquant, vous allez de temps en temps, prenez une application relativement simple au niveau informatique, donc le voisinage réseau, vous allez voir les stations qui vont apparaître, et puis elles vont disparaître, elles vont réapparaître, vous allez avoir des phénomènes aléatoires. Donc c'est une des raisons pour laquelle, comme dans le monde des fibres optiques actuellement, donc ici on est dans la partie Y, on a ce qu'on appelle les OTDR, donc ce sont des appareils qui permettent de voir les atténuations en fonction de ce qu'on appelle aussi les épissures, donc les liens de fibres optiques que l'on va placer. On peut voir les atténuations, c'est-à-dire voir les problématiques situées dans les fibres optiques. Eh bien, certains commutateurs maintenant, dans les grandes marques, sont équipés d'OTDR internes dans les ports RJ45.
Et donc le système est capable de vous dire, ce câble-là a un problème à, par exemple, 17 mètres,18 m. Et vous savez qu'il y a un problème dans ce câble-là. Donc naturellement, cela va irriter les utilisateurs, vous allez avoir des problèmes, on va le voir par la suite. Donc voilà un problème qui arrive couramment. Donc je l'agrandis, on ne sait pas ouvrir un fichier, on se demande un peu pourquoi. Ça c'était un troubleshooting que nous avons fait chez Line Europe à Bruxelles, et donc c'était un accès vers un système de gestion de base de données relationnelles qu'on appelle Lotus Notes, et la problématique là-dedans c'est que quand le Lotus Notes ne fonctionne pas, eh bien on est obligé de redémarrer la machine host sur laquelle tourne donc le client, dans un modèle client-serveur. Donc c'est assez déroutant quand les utilisateurs doivent redémarrer leur machine 15-20 fois par jour. Donc dans ce cadre-là, on a trouvé des problèmes de réseau. Voilà un autre type de problème, donc ça c'est au Bureau fédéral du plan. Vous avez en fait parfois des fichiers qui sont transférés extrêmement rapidement, et à d'autres moments c'est extrêmement long. Donc voici un cas typique, 320 998 minutes. Je ne me suis pas amusé à retravailler le slide au niveau numérique. Et donc cette fois-là, nous avons été appelés pour diagnostiquer le problème, mais principalement le client voulait absolument que nous paramétrions la qualité de service, une des deux plus grandes problématiques dont je vais revenir par la suite, la qualité de service au sein de leur commutateur. Or, ils étaient dans ce qu'on appelle en design un modèle étoile, c'est-à-dire que tous les accès arrivent en direct vers le commutateur. C'est un commutateur extrêmement puissant. Donc, en fait, c'est impossible d'avoir de la congestion dans ce type de système. Je ne parle pas de collision, de congestion. Et nous avons diagnostiqué en fait un problème de câblage. Naturellement, il n'y a pas que ce type de problème, on peut en avoir beaucoup. Ici, on a par exemple un knowledge to land au niveau du transfert des trames. Donc, je vais passer. Voilà donc l'analyse au Bureau fédéral du plan de ce lien. Donc, on a naturellement mis en corrélation la bande passante de ce type de fichier. Et on a remarqué, à l'aide d'outils, en fait, que les erreurs que vous voyez ici en bleu, en mauve, donc on a ici, l'enveloppe en fait suit pratiquement la même enveloppe que la bande passante, donc c'est bien en corrélation. Et on remarque ici des erreurs de CRC. L'erreur de CRC, c'est une erreur qui indique donc que la trame est fautive. Et on voit ici en plus petit des erreurs de fragments. Fragments, donc ce sont des trames, donc des frames, donc des paquets de données qui ont été tronqués. Et on a fait quelque chose de particulier. Ici, c'est la même analyse sur le même port. Et on a simplement modifié la manière dont le port pouvait fonctionner. Alors, sans trop rentrer dans les détails, c'est un petit peu comme une autoroute à deux bandes, ce qu'on appelle le full duplex. On peut rouler dans un sens et dans l'autre, naturellement dans la bonne bande. Ici, je ne parle pas de trame fantôme. Mais vous avez également la possibilité de faire en sorte que vous n'avez qu'un accès autoroute et vous n'allez que dans un sens. C'est ce qu'on appelle le half duplex. Et bien en changeant ici le half ou le full duplex, on a pu se rendre compte en fait que ça générait des problèmes. Et donc on a ici des problèmes de collision. Donc on génère des problèmes de collision sur la gauche et par la suite des problèmes de CRC. Et bien les collisions sont gérées alors que vous êtes en full duplex. Preuve qu'un câble qui est parcouru par un courant induit des courants parasites sur les autres câbles. Et ce problème-là était dû à le classicisme, donc ce sont des câbles qui sont placés dans des environnements câblage structurés, mais qui sont placés, attention, je n'ai absolument rien contre eux, les électriciens, moi-même étant électricien, mais les électriciens, en tout cas ceux qui n'ont pas reçu la formation de ce qu'on appelle les règles de l'art dans le câblage structuré, vous avez des bottes de câbles qui descendent avec des colsons qui desserrent très très fortement. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir l'isolant qui va se réduire, donc la capacité qui va devenir mauvaise. On a même l'habitude de voir des personnes, enfin je vais parler d'une manière plus générale, donc des personnes qui tirent sur les câbles avec leurs deux pieds au mur en train d'être en traction sur les câbles. Donc tout ça va provoquer des contraintes mécaniques dans le câble et naturellement on va modifier les composantes intrinsèques, donc résistance, self et capacité. Donc voilà un exemple frappant. Il faut savoir que j'ai passé plus d'1h30 à peu près au tableau. J'adore les tableaux, mais avec des marqueurs, ce qui n'est pas le cas ici, à expliquer de manière, je vais dire, électronique, que c'était bien un phénomène de problème de câble, que le câble était bien en cause. Et ce n'est qu'après avoir changé de câble que le client a enfin acquiescé. Donc, pour vous dire que ce n'est pas très évident.
Et donc le câblage peut-il provoquer des problèmes d'application automatique? Oui. Donc le câblage, même le réel câblage, est à prendre avec des pincettes. Alors au niveau wireless, ici, ça c'est une commune infartienne que nous avons installée. Donc on a des antennes directionnelles dans ce cadre aussi. C'est la bande de fréquence traditionnelle en 802.11b. Vous avez ici la manière dont on doit faire ce qu'on appelle un side survey. Donc un des premiers problèmes du wireless, c'est le fait de placer ce qu'on appelle un access point. Donc un access point, c'est une base qui va émettre des ondes, et ces ondes vont devoir être reçues, par exemple, par ce portable-ci, au niveau d'une carte qu'on pourrait appeler Wi-Fi. Wi-Fi qui est une dénomination assez commerciale, disons une carte sans fil. Et ne sachant pas exactement où placer les bases, on va déplacer les bases sur des carreaux à roulettes. Il faut savoir que cette technologie-là est toujours d'application, mais devient de moins en moins utilisée. Voici en fait la technique que l'on utilise actuellement. C'est une technique qui va permettre, grâce à des modélisations par les équations de Maxwell, etc., donc un petit peu ce que les opérateurs en GSM font. Ils donnent des cartes, par exemple, de la Belgique, avec la totalité des zones couvertes ou non couvertes. Ils ne s'amusent naturellement pas avec un GSM à les mesurer partout. Donc tout ça est modélisé mathématiquement, ce qui est le cas ici. On a ici la représentation de 3 access points, donc de 3 bases, de 3 émetteurs, et on peut imaginer en fait dans les pièces la répartition des ondes. Plus la couleur va vers le rouge, plus vous avez une bande passante importante. On peut naturellement positionner aussi en temps réel les antennes. Le profil des antennes pourra être différent. Donc il y a du directionnel, de l'omnidirectionnel, du cardioïde, etc. L'antenne pouvant se positionner dans les 3 axes, donc X, Y, Z, vous avez donc je sais pas si c'est dans le bon sens, vous avez la possibilité de modifier cette antenne dans cet axe-là, et également dans cet axe-là. Vous pouvez aussi modifier la polarisation. Donc tout ça est relativement contraignant. Donc les différents types de logiciels peuvent également s'affranchir de ce genre de choses. Donc voici ici par exemple la modification de la position d'un access point, d'une antenne en temps réel. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Naturellement, ces informations-là ne sont pas extrêmement fiables. Donc on va devoir les corréler, les rapprocher par rapport à des mesures réelles. Donc on va entrer dans ce système-là des mesures réelles qui vont permettre d'avoir en fait une convergence vers la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le wireless? C'est naturellement les trois grandes sphères ici. Donc, si possible, que ce soit extrêmement simple, mais très performant, mais également très sécurisé. Au niveau de la simplicité, il faut imaginer donc un système centralisé qui va vous permettre d'avoir une vision, telle que par exemple le radio frequency que vous avez vu juste avant. Plug and play installation, donc dans le sens réel, pas dans le sens du Zero Kit Free Administration Kit, donc, qui était sorti il y a une dizaine d'années par Microsoft. Bon, ils ont fait de grands progrès, naturellement, mais ici, c'est d'avoir réellement un système que vous ne devez pas passer des jours et des jours avant que ça puisse fonctionner. Et naturellement, un système de positionnement automatique au niveau du contrôle des bases. On peut imaginer, je ne pense pas qu'on en voit mieux, on peut imaginer aussi programmer de manière extrêmement simple différents types de clients, on pourrait dire, au sens large. Donc vous avez par exemple le niveau guest, donc le niveau invité, qui eux peuvent se placer dans les conférences, dans les salles de conférences. Ils ne peuvent faire que du surf, mais également ils vont fonctionner dans ce qu'on appelle un best effort data. Donc le best effort, c'est l'Internet de base, c'est de dire on va faire de son mieux. Et quelqu'un qui fait de son mieux, parfois, il ne peut rien donner. Donc en fait ici, c'est de dire s'il y a de la bande passante, on va l'utiliser, et s'il n'y en a pas, tant pis. Par contre, on va pouvoir prioriser donc ici, donc ce qu'on appelle le COS, le Quality of Services, donc qui sont l'emblème en fait de notre société, de pouvoir dire ici, on va choisir la priorité la plus élevée. Et au niveau, par exemple, de la voix. Donc au niveau de la voix, on peut également imaginer la voix sur IP. On l'a fait par exemple à la UGTB de Namur, et c'est quelque chose qui est relativement contraignant. Dans les câbles, vous avez la totalité des flux. C'est beaucoup plus facile, vous savez, les stations qui s'y trouvent. Donc c'est relativement plus simple. Je ne dis pas que c'est simple, c'est relativement plus simple. Par contre, au niveau de l'éther, vous pouvez avoir à tout moment des perturbations.
Il suffit d'imaginer ce dont on va parler tantôt, d'un four à micro-ondes qui sur le temps de midi se met en route, et comme par hasard, le four à micro-ondes émet dans la bande de 2 Go4 également, qui est la bande ISM, la bande la plus utilisée dans le domaine du wireless. Donc voici des qualités de service que l'on va pouvoir définir de manière extrêmement simple. D'avoir un système de positionnement automatique aussi en fonction de ce que vous souhaitez, à quel endroit vous le souhaitez, avec quel débit, quelle qualité de service. Si possible, d'avoir un système en 4 opérations au niveau du placement, donc de ne pas devoir configurer. Alors, quelque chose quand même d'important, c'est de ne pas sous-estimer le fait que les hackers peuvent aussi venir simplement voler la base, voler l'access point. Eh bien, dans ce cadre-là, les solutions doivent permettre que quand vous retirez la base, vous la déconnectez, en fait, elle perd son alimentation, mais elle perd également toute sa configuration. Donc ce n'est que quand vous la connectez que toute la configuration est chargée automatiquement dans le système. Naturellement, en termes de performance, il y a la availability, donc le fait d'avoir la disponibilité, la qualité, mais quelque chose qui devient de plus en plus important actuellement, c'est ce qu'on appelle le roaming, le fast roaming. Le roaming en GSM, vous le connaissez, c'est avec un GSM, vous passez d'une antenne à l'autre, avec par exemple une voiture. Mais en roaming, ici, c'est plutôt dans le sens du voice over wireless. Donc vous avez un Spectralink, par exemple, une marque comme ça, ou un Cisco, et vous avez en fait ce téléphone, et vous vous déplacez en fait entre les différentes bornes, et naturellement, vous ne devez pas avoir de coupure. Donc cette commutation, puisqu'il s'agit d'une commutation au niveau IP, va se faire extrêmement rapidement, niveau IP, niveau 3, donc layer 3 roaming. Alors ne pas sous-estimer non plus la sécurité, donc de pouvoir avoir un lien sécurisé jusqu'à l'access point, mais également par la suite, plus loin, de pouvoir avoir également la possibilité de détecter les intrus, on va en parler un petit peu par la suite, donc la WM Spy, donc détecter les espions. Alors, je ne vais pas non plus, sauf s'il y a des questions précises par la suite, vous parler de toutes les normes. Donc les normes les plus utilisées actuellement, c'est l'ABG, donc le B qui est apparu réellement le premier en termes de positionnement sur le marché. Le A est apparu avant, mais étant trop coûteux, on ne l'a pas positionné directement, donc le B, puis le G, et puis le A. Alors on parle également de WiMAX, de 802.16, etc. Tout ce labyrinthe en fait de normes fait que le monde du wireless est relativement complexe. Ceci est un slide relativement récapitulatif. Alors que choisir déjà? ABG. Alors le B, le plus courant, donc est prévu depuis 1999, il utilise la bande des 2 Go4, comme le 802.11G que vous avez ici. Le B permet de monter à 11 mégabits, le G jusqu'à 54 mégabits, on peut aller jusqu'à 100 mètres, mais ça, 100 mètres c'est relativement variable. Ce n'est pas comme la distance maximum d'un câble UTP. Là on ne peut pas du tout dépasser les 100 mètres. Sauf dans certains cas, par exemple en Cisco, on peut aller jusqu'à 130 mètres avec certains types de commutateurs. Mais normalement on ne peut pas. Donc vous avez ici la bande des 100 mètres, mais si on imagine un hacker à 300 mètres, donc en fait ce qui va dépendre réellement c'est la sensibilité de la carte client. On a ici en fait une différence par rapport au modèle A, c'est la bande de fréquence. On est en 5 GHz et ici vous êtes en 2 Go4. On monte ici en G à 54 mégas et en A ici jusqu'à 54 mégas. La distance semble être plus courte. La différence en fait est celle-ci, c'est que quand vous êtes en B, vous disposez de 11 canaux. Seulement ces 11 canaux, vous ne pouvez pas les utiliser tous successivement. Ce n'est pas comme 11 canaux en bande FM sur votre autoradio. En réalité, vous ne pouvez en utiliser que 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, un canal, ce qu'on peut imaginer comme une porteuse, ce qu'on transmet par étalement de fréquence qui a dans la puissance également. Eh bien, la porteuse, si vous en prenez une, eh bien, la puissance va se disperser d'une manière telle qu'elle va empiéter sur les canaux proches. Et donc, de cette façon-là, vous devez absolument utiliser un 6-11 chez nous, selon les perturbations que vous allez utiliser. Naturellement, on pourrait utiliser du 3, mais sachant que le 3 va perturber un petit peu le 4-5 et le 2-1. Donc naturellement, ce n'est pas license,
ça, mais il y a eu pas mal de problèmes avec l'IBPT avant, parce que l'IBPT n'était pas indépendant, il faisait un peu partie de Belgacom, de l'État, etc. Ça s'est résolu par la suite. Et au niveau des 2 Go 4, vous n'avez pas de licence à demander. L'appareil doit être naturellement conforme avec le symbole OCD. Si vous dépassez simplement les 300 mètres, vous devez absolument demander un papier à l'IBPT. Les débits en 802.11b varient de 11, 5.5, 2 et 1 mégabit, ce qui est relativement lent. 100 mètres, donc c'est déjà disponible. Une des qualités également du A, c'est le fait que le A va vous permettre d'avoir un nombre de canaux plus important. On voit en A ici, on peut avoir en fait une répartition des canaux sans overlap. Donc la problématique, c'est comme quand vous êtes en GSM. Si vous faites du roaming entre une base et une autre base, vous allez naturellement devoir avoir votre signal qui va être commuté vers une autre base, mais qui naturellement a une autre fréquence. Donc c'est un peu ceux qui connaissent le théorème des 4 couleurs dans la cartographie. Et bien ici, quand vous faites du design, on doit positionner les bases avec des fréquences différentes. Or, en B, vous n'en avez que 3. Donc c'est relativement difficile pour ne pas avoir d'interférence entre des fréquences identiques. En A, vous pouvez vous permettre d'aller beaucoup plus loin, parce que vous avez beaucoup plus de canaux. Donc, je vais passer les aspects un peu plus techniques. Donc le G, si vous utilisez le G uniquement en tant que G, c'est le mieux, mais le G étant une compatibilité entre le A et le B. Donc dans certains cas, on parle également de mode turbo, donc au niveau du bundling de canaux. Donc voilà le B, le G. Si vous utilisez uniquement du B, vous allez monter à 6 mégabits. Uniquement du G, vous pouvez monter à 27 mégabits. Par contre, si vous avez des clients BG, vous allez être limité donc à 18 mégabits. Tantôt, j'en parlais, c'était le roaming. Vous avez quelques slides ici qui expliquent comment ça fonctionne. Les slides seront disponibles sur le serveur. Alors, le choix maintenant, Wire ou wireless. De toute façon, on ne peut plus s'en passer. Le wireless devient omniprésent. On va vers, comme sur la périphérie de Bruxelles, donc vous avez du WiMAX, donc les bandes Wi-Fi ABG, donc tout devient relativement cohérent au niveau des normes. On attend une nouvelle norme qui est le 802.11n, qui devrait être compatible, rétro-compatible ABG, avec des débits annoncés de plus d'une centaine de mégabits. Attendons. Alors, quel type aussi de wireless? Mais ça dépend. Si vous avez un campus ici comme un des techs de Microsoft, où on attend plusieurs milliers de personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir du point-à-point ni du filaire. Donc, dans ce cadre-là, le wireless sera nettement utile. Dans ce cadre-ci aussi, comme sur le pont de San Francisco, on va avoir tendance à utiliser du filaire, sauf si les fils, du wireless, pardon, ce qui est le cas ici pour les caméras, sauf si les câbles ont déjà été positionnés, les fibres optiques par exemple. Si vous avez, comme par exemple ici, des couloirs relativement longs, en filaire, ce sera plus facile. En wireless, malgré que ça fait effet de guidon, on aura quand même plus de difficultés. Donc c'est du cas par cas. Alors dans certains cas, il y a aussi la problématique de l'encryption au niveau du sans-fil. Eh bien ici, c'est la Commission des banques et des finances, c'est du filaire et on encrypte quand même sur les lignes louées. Donc tout ça est du cas par cas. Je vais passer cela. Donc ici, vous avez les bornes Voice over IP qui se trouvent le long des autoroutes, vous en avez 1100. Mais là, la solution qui a été choisie, c'est du filaire. Parce qu'on a fait des tests avec du sans-fil et avec cette problématique des voitures qui passent, vous avez énormément de modifications au niveau du rayonnement. Voici un autre exemple chez Bruckmann, où là, on a du filaire. Voilà le commutateur principal, du filaire, les différents départements. Mais comment peut-on imaginer de mettre du sans-fil alors que vous avez toute une sous-couche qui circule, donc qui est aussi importante que l'aspect supérieur donc, du campus. Donc dans ce cadre-là, on va utiliser également du filaire. Donc c'est un petit peu, ici je vous montre le fait qu'on ne peut pas choisir l'un ou l'autre, mais bien souvent ce sera les deux. Alors le constat dans la pratique, au niveau de la sécurité, donc on constate que dans Internet, le nombre de connexions augmente en permanence. Par contre, bizarrement, le nombre de diplômes qui sortent est en diminution. Donc c'est déjà assez paradoxal. On constate également que plus le temps passe, plus les attaques deviennent extrêmement importantes. Mais en même temps, que les outils, c'est ce qui est expliqué ici, donc les outils deviennent de plus en plus sophistiqués.
Donc il y a de plus en plus de personnes qui vont utiliser les outils, malgré qu'ils ne savent pas exactement ce que ça peut faire. Donc les attaques deviennent de plus en plus importantes. Même les plus grands, donc Cisco, nous sommes partenaires Cisco. Donc le 1er avril l'année passée, Cisco, qui représente quand même 60-70% du marché des routeurs au niveau WAN, eh bien il y avait un problème naturellement qui a été corrigé assez rapidement. Si vous allez sur le site du Storm Center, vous aurez environ 3 millions d'événements par jour au niveau sécurité. Donc naturellement, les hackers n'ont pas besoin non plus d'imaginer quoi que ce soit. Ils vont sur ces sites et ont des références qui leur permettent de savoir quoi attaquer. Alors au niveau du wireless, si je reprends tantôt ce que j'avais appelé l'Ether, donc au niveau des access points, ici j'augmente la sensibilité. Donc on imagine, avec les courbes bleues, que vous avez un récepteur plus sensible. Bien, on peut imaginer avec les dimensions du bâtiment qu'un hacker pourrait se situer à des distances relativement importantes. Et cela ne se fait pas non plus d'une manière extrêmement sphérique. On peut également, à l'aide d'outils comme Network Stumbler, se promener dans les rues et actuellement on constate qu'il y a toujours environ 50-60% de réseaux sans fil qui ne sont aucunement protégés. Au niveau des différentes attaques, ici je repasse au niveau des attaques internes, les attaques internes sont également disponibles. Donc on focalise toujours sur les attaques externes au niveau wireless, mais elles sont également disponibles sans aucun problème au niveau des réseaux internes. Voici un réseau interne constitué d'environ 1400 PC, c'était le cas. Donc on peut naturellement développer des outils qui vont permettre de s'affranchir de ce genre de système. On a un client, il y a environ quelques mois, nous avons installé chez eux des systèmes firewall, donc au niveau de la détection d'intrusion, et on s'est rendu compte que toutes les machines en interne étaient en train de s'attaquer. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas. Personne ne voit ce genre de problème. Il faut vraiment utiliser des outils pour s'en rendre compte. Moi-même, quand j'ai mis ma machine, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de problèmes sur ce réseau. Donc, au niveau des protections, le wireless doit être protégé, mais ne pas trop se focuser dessus. Vous avez également la problématique des commutateurs Wi-Fi, donc au niveau filaire. Et donc, ces commutateurs sont capables de se protéger eux-mêmes. Alors ça aussi, ce sont des questions qu'on pose souvent aux entreprises. Et elles estiment qu'elles ont la protection en place. Alors 90% les protègent uniquement avec un antivirus. Je ne vais pas lire tout ça, je vais simplement vous dire un très très grand client, je vais dire en Wallonie, pour ne pas citer trop ne pas être trop directif, et en fait on lui a demandé s'il était content de son réseau, est-ce qu'il était sécurisé, et il nous a dit mon réseau est totalement sécurisé, on a un antivirus. C'est relativement, c'est 10% en fait. Donc, quelques réflexions au niveau de la sécurité. Donc, il faut naturellement se protéger contre les attaques externes, mais surtout internes. Parce que dans 70% des attaques viennent de l'intérieur. Naturellement, quand on explique ça à un directeur d'entreprise, il a plutôt tendance à dire non, ce n'est pas vrai. Mais c'est le cas relativement souvent. Voici un commutateur. Maintenant que ce soit un commutateur wire ou wireless. Donc le but maintenant, ce n'est plus d'attaquer uniquement vos systèmes PC, mais c'est d'attaquer carrément le cœur du réseau. Donc les hackers vont avoir, par exemple, envie de mettre down votre access point ou votre commutateur. Et c'est pour ça que maintenant les commutateurs se protègent contre ce qu'on appelle les DOS, donc les Distributed Denial of Services. Donc ceux qui sont un peu là-dedans, donc c'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Vous reprenez le code, vous faites l'inverse de la compilation, vous obtenez en fait les failles, il suffit de les exploiter. Donc voilà un commutateur, et on voit que ce commutateur est capable de se protéger contre certains types d'attaques, et on aurait tendance à dire que ce n'est pas possible, mais c'est bien le cas actuellement. Alors naturellement, on peut se défendre que ce qu'on connaît, que par rapport à ce qu'on connaît. Eh bien, il existe maintenant des systèmes qui vont vous permettre de vous défendre contre ce que vous ne connaissez pas encore. Eh bien, ces systèmes utilisent un peu ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et vont un peu analyser les différents types de flux que vous avez dans votre environnement, que ce soit au niveau wireless ou au niveau wired. Et de ce fait-là, si par exemple en wireless, vous avez quelqu'un qui se connecte ici dans la rue vers le réseau et tente de rentrer, on va se rendre compte en fait que cette personne-là n'a pas sa position habituelle, utilise peut-être un canal différent, utilise peut-être des puissances nettement inférieures. Et donc le système va être capable de bloquer ce système, ce PC-là. Donc on utilise maintenant des systèmes plus sophistiqués qu'on appelle 802.1x, WPA, etc. Donc ici ce sont des petites réflexions
Et ces systèmes sont capables maintenant non plus de laisser ce qu'on appelle le honeypot, donc des machines un peu, des machines lune de miel, donc sur lesquelles tout le monde essaie de se diriger directement. Ce n'est même plus nécessaire. Maintenant, des systèmes vous permettent d'émuler, donc de simuler un réseau mais qui n'existe pas. Et c'est dans ce réseau qui n'existe pas, un réseau virtuel en fait, ou des machines virtuelles, simulées par X% de Unix, X% de Linux, X% de Microsoft, etc., que les hackers vont pouvoir tenter de s'introduire et naturellement laisser beaucoup de traces qu'on puisse remonter à eux. Donc, est-ce que c'est wireless? En fait, de cela dépend. Et tant qu'on n'en a pas fait un site survey, c'est-à-dire ou un audit, donc c'est de se rendre compte quels sont les besoins du client. On ne peut pas dire si c'est l'un ou l'autre, mais bien souvent ce sera les deux. Avec les deux grandes problématiques, donc la qualité de service et la sécurité, qui sont à employer. Voilà, je vous remercie. Je ne suis certainement pas très complet, mais le sujet est extrêmement vaste, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.